Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, que s'est-il passé dans le nord du Mali? Les rebelles du Front de libération de l'Azawad revendiquent une attaque contre un convoi de militaires. Après avoir nié, de son côté, l'armée malienne évoque désormais une riposte musclée. Décryptage à suivre. La manifestation des Tunisiens en soutien aux Gazaouis, mais aussi à la caravane Soumoud, un convoi maghrébin pour la résilience qui est parti de Tunis lundi matin pour participer à une marche globale qui est bloquée en Libye. Explication de notre correspondante dans cette édition. Et notre focus de ce samedi soir s'intéresse à une innovation africaine qui veut révolutionner la manière dont nous traitons nos déchets. À Vivatech, le grand salon mondial de la tech qui se tient à Paris, la Côte d'Ivoire mise sur une start-up engagée pour la planète, Digital Smart Trash, poubelles connectées, capteurs intelligents, collecte optimisée. Et si la tech devenait l'allié de l'environnement, son cofondateur Tenon Coulibaly est avec nous ce soir. On ouvre ce journal par cette attaque menée par les rebelles du Front de libération de l'Azawad dans le nord du Mali. Le FLA revendique une grande victoire, affirmant avoir détruit une partie du convoi et récupéré plusieurs véhicules militaires. D'abord dans le déni, l'armée malienne de son côté évoque désormais une riposte musclée. Le bilan, lui, reste incertain. Serge Daniel nous en dit plus. Dans un premier temps, les services de communication de l'armée malienne ont catégoriquement démenti une supposée attaque de leur position par les rebelles maliens du Front de libération de l'Azawad. Mais comme si les services de l'armée malienne étaient rattrapés par la réalité sur le terrain, dans un second communiqué, ces services ont reconnu qu'il y a eu effectivement attaque, mais que, je cite, la riposte a été fulgurante. Faux, répondent les rebelles maliens du Front de libération de l'Azawad. Pour le FLA, la riposte n'a pas été du tout fulgurante, mais l'armée malienne et les combattants de Africor, ex-Wagner, ont plutôt subi, je cite, une cuisante défaite. Du matériel militaire aurait été brûlé, des soldats neutralisés. Autre divergence de point de vue, autre divergence sur les versions de vue différentes, cette fois-ci sur le matériel aérien détruit. Selon les rebelles du FLA, un hélicoptère de l'armée malienne aurait été touché vendredi et ce samedi, un autre aurait été carrément abattu. L'armée malienne, de son côté, reconnaît que ce samedi, un de ses appareils de combat a dû atterrir forcé dans la région de Gao, c'est toujours dans le nord, mais pas parce que le FLA a abattu l'avion, mais plutôt à cause de la météo. En Tunisie, quelques centaines de personnes ont manifesté ce samedi à Tunis en soutien à Gaza, mais aussi à la caravane Soumoud, un convoi maghrébin pour la résilience qui est parti de Tunis lundi matin pour participer à une marche globale pour Gaza et qui est bloquée depuis 2 jours à Sirte par les autorités de l'Est libyen. Nos correspondants à Tunis, Lilia Blaise et Hamdi Tili, font le point. Cette foule que vous pouvez voir derrière moi est venue soutenir le convoi dit Soumoud, un convoi de Tunisiens d'à peu près 1 millier de personnes qui est parti depuis lundi, depuis Tunis, rejoindre le poste frontalier de Ras el-Jdir, le poste frontalier tuniso-libyen, et traverser une partie de la Libye dans l'espoir de pouvoir rejoindre la marche internationale pour Gaza depuis l'Égypte. Alors actuellement, ce convoi qui réunit à peu près 1500 personnes et qui a généré énormément de solidarité sur les réseaux sociaux, mais aussi transmaghrébins, puisqu'on a pu voir des Algériens, des Mauritaniens et des Libyens se joindre à cette caravane. Actuellement, ce convoi est bloqué depuis 2 jours à Sirte, dans l'est libyen, où les organisateurs sont en négociation avec les autorités libyennes dirigées par le maréchal Haftar pour pouvoir continuer leur route jusqu'au poste frontalier avec l'Égypte, le poste frontalier de Saloum. Alors si les organisateurs se disent confiants, il y a quand même eu des contrôles administratifs. D'après les informations que nous avons eues, un créateur de contenu tunisien ainsi que 2 Algériens sont pour le moment arrêtés par les autorités libyennes pour un contrôle. Et puis il y a eu évidemment toutes ces expulsions que nous avons pu voir depuis le Caire pour les autres participants à cette marche internationale, des expulsions et des refoulements qui ont dissuadé certains Tunisiens de prendre l'avion pour se joindre à cette marche.
Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, a mobilisé ses militants ce samedi pour exiger une révision de la liste électorale, un audit indépendant, ainsi que la réintégration de son président, Tidiane Thiam, récemment radié de la dite liste, tout comme d'autres leaders du parti. Makamara. Radié sous décision de justice, Tidiane Thiam est au cœur de cette mobilisation qui dénonce une exclusion jugée arbitraire par son parti. Dès 10 h, les militants se sont rassemblés à Cocody, à quelques encablures du siège de la commission électorale indépendante. Les manifestants n'ont pas été autorisés à accéder à l'institution. Seuls 8 dirigeants du parti ont été admis dans l'enceinte de la commission électorale indépendante pour y déposer une motion sous escorte policière. Nous sommes ici pour dire à l'opinion nationale et internationale que nous considérons ces radiations et ou non inscriptions sur la liste électorale comme des manœuvres dolosives pour éliminer des adversaires politiques importants de notre pays au moyen d'artifices juridiques inopérants. Ce combat est essentiel pour la cohésion de notre nation. C'est une lutte pour la vérité, pour la transparence et l'égalité de tous devant la loi et la justice. C'est pourquoi nous appelons à un dialogue politique franc, inclusif et urgent pour restaurer la confiance et garantir des élections apaisées. La marche encadrée par la police et la gendarmerie s'est déroulée dans le calme. Allez, on passe au reste de l'actualité en bref et en images. Une attaque d'une extrême violence a fait au moins 45 morts, voire une centaine. Au Nigeria, dans la localité de Yelewata, des éleveurs armés sont accusés d'avoir ouvert le feu et incendié plusieurs maisons dans ce conflit récurrent qui oppose les agriculteurs chrétiens et les éleveurs peuls musulmans pour le contrôle des terres, une spirale meurtrière qui s'intensifie dans le centre du pays. Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme en RDC face à l'explosion des violences sexuelles dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, en pleine guerre contre l'armée congolaise et les rebelles du AFC M23 soutenus par le Rwanda. MSF évoque des chiffres alarmants et sous-estimés. L'ONG appelle à une mobilisation d'urgence dans un contexte de baisse des financements humanitaires. La Côte d'Ivoire, désormais classée parmi les pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, une décision qui impose davantage de vigilance aux opérateurs européens. Et en revanche, le Sénégal, salué pour ses réformes juridiques, sort de cette liste noire une bouffée d'oxygène pour son économie en quête de financement. On passe à notre focus de ce samedi soir qui s'intéresse à la technologie. Et à Paris, cette semaine, Vivatech a réuni les acteurs les plus influents de l'innovation. Parmi eux, une start-up ivoirienne s'est particulièrement démarquée, Digital Smart Trash. Elle propose une solution de tri des déchets 100% connectée basée sur des capteurs d'intelligence artificielle pour optimiser la gestion et la valorisation des ordures. Moins de déchets inutiles, moins de trajets inutiles pour les camions, moins d'émissions, plus d'efficacité pour les villes africaines. Cette jeune entreprise incarne une ambition claire, montrer que l'Afrique peut innover pour le climat. À sa tête, Ténon Coulibaly, ingénieur, passionné de durabilité, notre invité ce soir. Ténon Coulibaly, bienvenue dans votre JTA sur France 24. Merci madame. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, dites-nous comment est née cette idée de poubelle intelligente. Est-ce que c'est un constat personnel, une urgence climatique ou alors un besoin de terrain qui vous a guidé vers ça ? On va dire que c'est une urgence climatique. Nous avons aujourd'hui donc de plus en plus donc de villes en fait qui grandissent et le boom démographique nous amène donc à produire énormément de déchets. Donc il était important pour nous de réfléchir à une solution qui soit capable de nous permettre donc de gérer de façon efficiente donc ces déchets-là. Votre présence à Vivatech vise aussi à accélérer votre développement, on imagine, parce que c'est souvent on vient pour chercher des financements. Avez-vous trouvé des partenaires, des investisseurs et quelles sont désormais les prochaines étapes justement pour votre start-up ? Oui, Vivatech a été, pour cette édition 2025, a été une véritable réussite pour nous. Nous avons rencontré un certain nombre de partenaires, notamment donc des partenaires financiers ou des partenaires même commerciaux qui sont intéressés par la solution. Nous avons même été surpris d'être touchés donc
par des multinationales qui sont venues vers nous et c'est dit que notre innovation vraiment parle réellement au monde, non seulement à l'Afrique, mais également au reste du monde. Donc oui, c'était une très belle réussite pour nous, Vivatech, et nous espérons donc les prochaines étapes pour nous, ce serait justement de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons passer à l'échelle et dupliquer ce modèle qui marche assez bien. Alors, qu'est-ce qui a le plus séduit, à votre avis, justement, les partenaires dans votre solution technologique? C'est surtout donc cette capacité-là donc à optimiser donc la collecte des déchets, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui pour nous la gestion des déchets donc n'est pas seulement aujourd'hui un problème environnemental, c'est un problème de santé publique, c'est un problème d'économie circulaire et même de dignité humaine. Donc il est important pour nous aujourd'hui donc jeunes Africains de mettre en fait en place de la technologie adaptée bien entendu à nos besoins et œuvrer justement pour rendre à ces Africains-là, à chacun de nous, je vais dire, notre dignité, parce que vivre avec des déchets, c'est pas très intéressant. Ah oui, absolument. C'est pas très intéressant, comme vous dites. Vous affirmez, vous, que l'Afrique n'est pas en retard, qu'elle innove même parfois plus vite que d'autres régions. Quels atouts spécifiques, à votre avis, le continent a pour cette révolution verte que tout le monde appelle de ses voeux? Les atouts que l'Afrique a, il faut dire que l'Afrique a été considérée pendant longtemps comme, on va dire, on griffe la poubelle du monde. Et aujourd'hui, cette vision est en train de changer parce que notre population est jeune. Et cette jeunesse-là, justement, donc, a des atouts. Nous avons aujourd'hui donc, des établissements scolaires qui forment. La preuve, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est championne du monde donc, en informatique, en termes de... Voilà, donc, sur certains domaines, c'est dire que nous avons donc la formation, nous sommes jeunes, nous avons les ressources et nous avons également donc, le gouvernement. Nous, dans notre cas, le gouvernement du Côte d'Ivoire qui nous accompagne dans ces initiatives. Du coup, nous pouvons dire aujourd'hui effectivement que l'Afrique n'a pas à rougir de ces solutions. Justement, vous parliez de la Côte d'Ivoire. Vous serez présent, on imagine, à Ivoire Tech Forum en juillet, après Vivatech. Qu'est-ce que vous attendez des investisseurs africains? Est-ce qu'ils sont au rendez-vous, justement, de ces défis? Oui, nous avons de plus en plus donc d'investisseurs africains, ivoiriens qui sont à ces rendez-vous et je profite de votre antenne pour saluer donc cette initiative donc du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation donc qui ne cesse d'œuvrer pour justement repositionner la tech ivoirienne qui devient une urgence aujourd'hui, on va dire une priorité pour le gouvernement à travers des initiatives telles que le CI20 qui regroupe en fait un certain nombre de startups ivoiriennes et tout. Donc oui, on va dire que Vivatech est un salon que nous attendons tous et nous espérons justement donc qu'il répondra à toutes nos attentes et aux attentes également donc des investisseurs parce que là il s'agit donc de partenariats gagnant-gagnant pour chacun. Alors on critique souvent l'intelligence artificielle, notamment en Occident, pour son impact écologique, en disant justement que ça consomme énormément. Vous utilisez justement cette intelligence artificielle et c'est au cœur de votre dispositif. Comment vous faites en sorte de justement faire en sorte que ça maintienne sa mission écologique tout en n'étant pas trop gourmand en énergie? Comment on fait? Bien entendu, on va dire l'intelligence artificielle est réputée justement pour être quand même assez énergivore, mais la chose qui est intéressante à savoir, c'est que désormais vous avez donc des data centers, donc ces grandes stations qui aujourd'hui donc vous avez de plus en plus de data centers écolos, vous avez de plus en plus de ressources qui utilisent, vous avez du moins de plus en plus de solutions qui utilisent moins de ressources, qui sont moins énergivores. Nous derrière donc pour tout ce qu'il y a donc comme hébergement de notre solution, on va se tourner justement vers ces acteurs-là qui eux prennent en compte quand même un certain nombre d'éléments liés notamment à la consommation, on va dire du bas carbone en fait. On va utiliser donc on va travailler avec ces partenaires-là. D'accord, donc vous préférez utiliser des data centers qui sont moins énergivores pour quand même utiliser votre solution qui, elle, est innovante, quoi. Qui, elle, est innovante, bien entendu. Après, il faut dire que la gestion des déchets est réputée pour être quand même assez catastrophique. Donc, pour ce qui est de la gestion linéaire donc des déchets, donc, nous allons partir sur l'optimisation du circuit de collecte, ce qui fera moins de camions dans nos rues, moins d'usure de nos routes et moins de déchets dans les rues. Surtout, ces décharges à ciel ouvert. C'est justement donc l'idée pour nous
nous d'éradiquer vraiment donc, tout ce phénomène. Alors justement, votre objectif, c'est ça, hein, c'est de mettre fin à ces décharges à ciel ouvert qu'on voit un peu partout fleurir sur le continent africain. Est-ce que d'autres pays sont intéressés par votre projet en dehors de la Côte d'Ivoire? Oui, d'autres pays sont intéressés donc, par ce projet en dehors de la Côte d'Ivoire. Je commencerai même par la France. Aujourd'hui, nous avons eu donc, des propositions donc, de la métropole, donc dans la région sud, justement, pour nous installer via certains programmes. Pour ne pas faire le programme Soft Landing, par exemple. Okay. Et nous avons des pays africains également qui sont intéressés par la solution et nous allons regarder tout ça de plus près. Très bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Tenon Coulibaly, d'être venu dans ce JTA de France 24. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce journal. C'est ainsi que nous refermons notre édition et on remercie tout le monde partout dans le monde et en particulier ce soir, d'Aguelok à Douala en passant évidemment par Abidjan. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter les grands événements de la journée. Retrouvez tous les soirs Claire Hildebrand dans l'Actu 360 en direct sur France 24.